Non, je n'ai pas l'ambition de conclure le colloque, car plus je vous écoute, plus je mesure la profondeur de mon ignorance. Mais mon envie de comprendre et peut-être aussi la satisfaction, et je remercie le président Larcher, que le Sénat puisse jouer son rôle, d'être un lieu où l'on débat en toute liberté et sans obéir à des pressions extérieures. Je voudrais revenir sur votre question et en effet, elle me permet non pas de conclure, mais de vous apporter un témoignage personnel m'exprimant sous le regard attentif de nos amis anciens militaires, mais surtout du ministre Michel Roussin, présent et expert. Nous avons en réalité deux problèmes de nature très différente en ce qui concerne la place de la France dans le monde. Le premier problème est sans doute le plus immédiat, c'est que nos institutions de la Ve République, et en particulier depuis le quinquennat, ont abouti à centraliser sur le président français des responsabilités absolument écrasantes. Ce n'était pas l'esprit qu'avait voulu le général de Gaulle en 1958. Il a certes, en 1962, avec l'élection au suffrage universel du président de la République, modifié l'équilibre des pouvoirs. Mais force est de reconnaître que le quinquennat a donné au président de la République, qu'il le veuille ou qu'il ne le veuille pas, et quelle que soit sa personnalité, une position extraordinairement centrale qui est, à proprement parler, je le trouve, c'est un jugement personnel, on n'est pas obligé de m'accompagner, écrasante. Écrasante puisqu'on demande au président français d'être compétent à la fois dans la même journée, naturellement sur le coronavirus, sur les conséquences boursières de cela, sur l'attitude de l'Union européenne vis-à-vis de la maladie, et de sauter immédiatement sur des questions de politique internationale, de politique locale, de politique militaire. Nous avons une pyramide qui repose sur la pointe. Je ne porterai pas de jugement sur le président de la République française, je l'apprécie. J'ai voté pour lui au deuxième tour. C'est un homme jeune qui est dans la force de l'âge et qui a certainement des qualités immenses. Peut-être pas tout à fait l'habitude de la vie publique, de la vie électorale, et pas tout à fait l'habitude des relations internationales. J'en suis à mon 5e ou 6e président, parce que j'ai une grande longévité parlementaire, et je mesure que celui-ci a des qualités. Il n'a pas l'expérience du président Mitterrand, il n'a pas eu la détermination du président Giscard d'Estaing dans une affaire congolaise, dont vous vous souvenez, et il n'a pas eu le savoir-faire débonnaire, il n'a pas eu jusqu'à présent le savoir-faire débonnaire de Jacques Chirac, qui réussissait à ne se fâcher avec personne tout en avançant malgré tout. Quant au président Sarkozy, que j'ai servi comme ministre de la Défense, il avait pour l'Afrique une véritable passion, un véritable intérêt, mais, car c'était un président du quinquennat, un manque de disponibilité. Car l'on ne fait rien si l'on n'a pas du temps à consacrer à ses interlocuteurs. Et permettez-moi de le dire à nos amis africains ici présents, particulièrement dans votre pays, dans vos pays, qui sont des pays attachés aux formes, aux relations personnelles, qui sont des pays subtils. Et je trouve que vous maniez notre langue, qui est la vôtre en réalité, en l'enrichissant à travers une facilité, une dialectique. J'écoutais Charles Nana, c'était un bonheur parce qu'il y avait des malices dans chacun de ses propos et des vérités dans chacune de ses phrases. Les torpilles arrivaient sous la ligne de flottaison, là où il y avait le dépôt de munitions, mais le tout avec sourire. C'est un hommage rendu à notre langue qui nous fait apprendre beaucoup de choses. Donc, première difficulté, le président de la République se bat avec 1000 problèmes. Vous avez un défaut, vous n'êtes pas électeur aux élections présidentielles françaises. C'est en réalité votre seule faiblesse. Vous seriez électeur aux élections présidentielles françaises, sans doute seriez-vous plus pris en considération. Le long terme, c'est assurément le partenariat avec l'Afrique en général, et évidemment l'Afrique francophone d'abord et avant tout. Mais mécaniquement,
vous n'avez pas le bon interlocuteur. Et madame, vous avez posé la vraie question. Est-ce que ça se passe à l'Assemblée ou au Sénat? Je vous réponds immédiatement, ni au Sénat, ni à l'Assemblée. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gens compétents. Cela ne veut pas dire que vous n'avez pas des alliés naturels, des alliés de cœur, des alliés d'intérêt, des élus qui pensent profondément que nous avons à construire une politique de la francophonie, une politique de défense qui soit à la hauteur de nos ambitions, de membres permanents du Conseil de sécurité, mais les décisions ne se prennent en ce qui concerne la politique extérieure ailleurs, et vos responsables politiques le savent, qui vont vers la présidence et vers le cabinet présidentiel, alors que sans doute il vous faudrait faire un travail plus obstiné auprès d'élus qui auront du mal à vous écouter dans un premier temps, parce que vous n'êtes pas électeur ici, et que les élus ont des préoccupations assez modestes, être réélus avec les électeurs qui sont les leurs. Et vous avez cependant à expliquer tout ce qu'il est possible de faire. Et nous avons donc un système politique qui vous prive d'un interlocuteur disponible pouvant gérer la complexité immense des problèmes qui ont été évoqués. Je vous écoutais, cher intervenant québécois, si j'ai bien compris. Je n'ai pas tout compris, pour dire la vérité, parce que c'est horriblement compliqué. C'est horriblement compliqué, et si l'on ne veut pas... Le président va se méfier. Pourquoi? Parce que s'il prend une position, il va trouver un expert d'un autre point de vue qui va immédiatement mobiliser la presse immédiate française. En particulier, nous avons aujourd'hui une pléthore, on a 8 à 10 télévisions qui ne sont dédiées qu'à l'information à Paris. Alors, toutes ne sont pas regardées, mais il suffit qu'un journaliste dise quelque chose d'important ou que vous répondiez, et ça m'est arrivé assez souvent, maladroitement sur une question, pour déclencher une crise qui ne vous rapporte que des ennuis et rarement de satisfaction. Et c'est la raison pour laquelle le président de la République n'a pas le temps, ne surveille pas assez, n'a pas la proximité, n'a pas la disponibilité. Les hommes politiques qui pourraient le conseiller ne sont pas écoutés, qu'il soit du camp du président, parce que c'est mécanique. Et donc là, nous avons une première faiblesse. Et si nous prétendons vouloir garder notre responsabilité internationale, il faudrait peut-être se poser la question de l'organisation de la présence politique française dans la vie internationale. Je vous rassure, les Européens ne sont pas mieux traités que vous. J'ai déjeuné aujourd'hui, parce que je suis lorrain et donc franco-allemand par la culture germanophone de ma région. Je discutais avec Martin Schulz, qui est un social-démocrate allemand, qui a été président du Parlement européen, et je me suis rendu compte que nous nous ignorions complètement, alors que c'est le pays voisin avec lequel nous représentons à deux, excusez-moi du peu, 50% du PIB européen. Et nous ne connaissons pas l'évolution des partis politiques allemands. Les partis politiques allemands ne connaissent pas les partis politiques français. Alors, quand le Ghana choisit comme deuxième langue le français, moi, je suis très content parce que je sais à peu près ce que ça veut dire. Mais je crains que beaucoup de mes compatriotes sénateurs n'arrivent pas vraiment à situer exactement le Ghana entre la Côte d'Ivoire et le Togo. Premier problème. Deuxième problème, beaucoup plus grave, parce que ça, c'est un problème d'organisation. Deuxième problème, beaucoup plus grave, quelqu'un a évoqué tout à l'heure, je ne dirais pas l'heureuse période de la guerre froide. C'était un monde fermé et consternant, avec peu d'espoir pour des centaines de millions d'habitants qui étaient du mauvais côté du mur ou de la frontière. Aujourd'hui, nous avons un système totalement ouvert. Nous n'avons pas de véritable ennemi, mais nous n'avons que des concurrents. C'est-à-dire que la France est confrontée à un environnement totalement concurrentiel. Je vous rassure, vous aussi. Simplement, nous, on en a pris conscience. Et j'ai connu la France avant la mondialisation. Les frontières étaient fermées, les investissements extérieurs étaient contrôlés, l'État était à peu près aussi mal géré qu'aujourd'hui, mais la différence, c'est qu'il pouvait dévaluer tous les 5 ou 10 ans, et donc les épargnants subissaient l'erreur des dirigeants. Et les dirigeants pouvaient en effet diriger parce qu'ils n'avaient pas cette pression de l'immédiat
Et ils n'avaient pas cette situation de concurrence qui rappelle à l'ordre à tout moment les dirigeants à l'obligation de résultat. Et donc nous avons une concentration de moyens, et de jeunes en particulier, de moins jeunes, de cadres, de capitaux, sur nos problèmes à nous. Il y a un égoïsme de chacun des grands pays économiques, un utilitarisme, ça a toujours existé, mais un égoïsme parce que c'est ici que la bataille se joue, dans notre propre pays, et nous ne sommes pas sûrs d'avoir tous les éléments humains pour gagner cette bataille en termes de compétences, en termes de technicité, en termes de science, en termes de technologie, que sais-je encore. Et l'action internationale demande du temps. Elle demande des gens qui s'y dédient. Elle demande des gens qui aient à la fois suffisamment de compétences pour apporter quelque chose et suffisamment de modestie et d'empathie pour établir des liens. Eh bien, nous avons de plus en plus de mal à les trouver. Je connais les entreprises françaises qui travaillent à l'extérieur. Heureusement, elles travaillent aujourd'hui uniquement à l'extérieur avec des nationaux extérieurs. Et donc, ceux-là sont des relais, mais nous n'avons pas les hommes disponibles dans des domaines... Alors, les entreprises en trouvent, mais les trouvent localement, et ce sont des locaux, et c'est bien ainsi, et c'est la seule bonne solution. Mais lorsque l'État veut aider, conseiller, assurer une sécurité à la mission que vous accomplissiez, les missions de nos militaires, mission de militaires formidable. Un militaire, ça a une femme, des enfants, et ça ne travaille pas 35 heures, on est bien d'accord. Et donc, quand vous l'envoyez à l'extérieur, pour en avoir un sur place, il en faut 5 entre l'entraînement, la préparation, donc le repos, et puis la vie sur place, et par ailleurs les fonctions logistiques. Et donc, notre pays, et je le dis avec un peu de gravité parce que je n'ai pas la solution. Peut-être, quand vous parlez des 90 millions d'habitants de la République démocratique du Congo, je suis terrifié parce que, normalement, vous pourriez, si on voulait vraiment travailler ensemble, absorber toutes nos capacités de coopération technique de bonne volonté pour ce grand fleuve de plus de près de 5000 km de longueur, qui est le 2e ou 3e fleuve mondial, formidable. On peut tout faire, à condition d'avoir des capitaux et des gens. Les capitaux, on les a pas vraiment, mais on les a quand même. C'est peut-être plus facile à trouver que les gens de qualité qui acceptent de jouer ce rôle. Et d'ailleurs, entre nous, regardez, pourquoi ai-je parrainé ce colloque? Je l'ai dit ce matin, pour des raisons personnelles fortes. Quand on envoie des jeunes gens prendre des risques, il faut accepter, quand ils vieillissent et qu'ils ont des soucis, de rester leurs compagnons dans ces moments-là. Mais la vraie raison pour laquelle j'aurais dû accepter ce colloque, c'est que toutes les occasions de discuter avec des francophones, des Africains francophones, mais d'abord des francophones pour moi, sont bonnes pour approfondir, et même si on n'est pas d'accord, et même s'il y a une divergence, au contraire, parce qu'il y a des divergences, creusons-les pour les approfondir. Mais je constate aujourd'hui, dans mon pays, une sorte de frilosité, d'égoïsme, qui n'est jamais que la contrepartie d'une situation de concurrence plus exigeante, permettez-moi de le dire aussi, de démographie fatiguée. Parce que pour avoir des talents dans les missions généreuses, il faut que les familles soient elles-mêmes généreuses. Et quand vous avez des familles étriquées, vous avez des ambitions étriquées pour un pays. Mais ça, vous n'êtes pas obligé de partager mes convictions. Ce sont des convictions personnelles que j'exprime devant vous. En conclusion, et simplement pour vous dire, merci aux organisateurs du colloque, et je complète dans cette ambiance médiatique difficile et surprenante. Car en effet, tout à fait surprenant que 12 millions d'habitants avec un président de la République qui n'est pas tout à fait dans les normes que nous attendons depuis le discours de La Baule d'un président africain, et tellement d'écoute dans les médias français. Vous me donnez une envie, c'est d'explorer. Alors, je n'ai pas les capacités de journaliste d'investigation, mais d'explorer pourquoi et comment autant d'hostilité à l'égard de ce libre débat.
eh bien, je crains malheureusement qu'il n'y ait qu'une seule réponse. Vous savez, des gens qui adorent pratiquer l'autoflagellation et la critique de soi-même. Eh bien, j'en ferai jamais partie.